Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez surprenante qui nous plonge au cœur de ce qu'on appelle l'économie collaborative. On va parler d'Airbnb en Israël, et vous allez voir, c'est un véritable jeu du chat et de la souris qui s'est installé entre les propriétaires et l'administration fiscale. Et on commence direct avec un chiffre qui claque. Une étude des autorités fiscales israéliennes a révélé que 33% des propriétaires qui louent via des plateformes comme Airbnb, eh bien, ils ne déclarent pas leurs revenus. Tout simplement. Pensez-y, ça veut dire qu'un autre sur trois passe complètement sous les radars du fisc. La grande question, c'est comment le fisc a-t-il pu mettre la main sur ces chiffres? Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. On va voir que, pour mener leur enquête, ils ont utilisé des méthodes, disons, plutôt originales. Oubliez l'image de l'inspecteur des impôts derrière son bureau. Non. Là, les agents sont carrément descendus sur le terrain. Ils se sont fait passer pour des touristes, ils ont réservé des séjours, ils ont rencontré les proprios pour la remise des clés, et là, hop, ils ont posé la petite question qui tue. On pourrait avoir une facture, s'il vous plaît? Simple, mais redoutablement efficace. Et les résultats de cette opération d'infiltration, menée sur environ 300 personnes, sont assez édifiants. Le phénomène est très concentré dans les grandes villes. À Tel Aviv, on frôle les 50%, 48% de fraude, pour être exact. C'est énorme. Jérusalem n'est pas loin derrière, avec 44%. Haïfa s'en sort un peu mieux, avec seulement 27%, ce qui représente quand même plus d'un propriétaire sur 4. Bon, on a les faits. Mais qu'est-ce qu'en disent les principaux intéressés, les propriétaires? Est-ce qu'on a affaire à des fraudeurs bien organisés? Ou est-ce que c'est une simple confusion? C'est vraiment intéressant de se pencher sur leurs réactions. La première défense est, on va dire, assez classique. Une propriétaire qui avait quand même empoché 144 000 shekels en 2 ans, ce n'est pas rien, a juste répondu « Ah bon, je ne savais pas qu'il fallait déclarer ça ». Face à un tel montant, on peut se permettre d'être un peu sceptique, non? Un autre cas, encore plus parlant. Un propriétaire à Tel Aviv, 2 appartements, plus de 127 000 shekels de revenus en une seule année. Lui, il affirme « Mais si je déclare, j'utilise le système d'imposition à 10%. » Sauf que ce système-là, eh bien, il ne s'applique pas du tout à ce type de location. Là, on n'est plus dans l'ignorance totale, mais dans une vraie méconnaissance des règles du jeu. Et c'est vraiment ça qui ressort de toute cette histoire. Qu'on y croit ou pas, il y a clairement un énorme flou. Un manque d'informations flagrant. Beaucoup de propriétaires, qu'ils soient israéliens ou étrangers, semblent complètement perdus dans les détails de la fiscalité qui s'applique à cette activité. Justement, pour y voir plus clair, mettons les choses à plat. Que dit la loi exactement? C'est le moment de faire le point sur les règles fiscales. Le point de départ, le truc à comprendre absolument, c'est que pour le fisc israélien, louer son appartement sur Airbnb, ce n'est pas juste un petit complément de revenu passif. C'est considéré comme une activité commerciale, une vraie entreprise. Et ça change absolument tout. Et qui dit activité commerciale, dit impôt. En l'occurrence, il y en a potentiellement 3 qui peuvent s'appliquer. D'abord, l'impôt sur le revenu. Ça, c'est logique. Ensuite, le bitoire Léomi, l'équivalent de la sécurité sociale. Et enfin, dans certains cas, le Ma'am, c'est-à-dire la TVA. Et c'est là qu'est le piège, la source de beaucoup d'erreurs. Les régimes de faveur qu'on connaît pour la location longue durée, comme le fameux taux à 10% ou l'exonération sur les premiers milliers de shekels, tout ça, on oublie. Ça ne marche pas ici. Puisque c'est une entreprise, on est taxé sur les bénéfices réels, il faut s'enregistrer officiellement et faire une déclaration de revenus annuelle complète. Deuxième impôt, le bitoire Léomi, la Sécu. Oui, les revenus d'Airbnb y sont aussi soumis. Ça fonctionne par palier. En gros, tant que les bénéfices mensuels sont sous la barre des 7 500 shekels, on paye un taux d'environ 7,70%. Mais attention, dès qu'on dépasse ce seuil, ça grimpe d'un coup à 18%. Et pour finir, le casse-tête de la TVA. Alors, comment ça marche? En principe, un propriétaire doit facturer la TVA à 18% si son logement répond à des critères assez précis, comme accueillir en moyenne 5 personnes et avoir une certaine superficie. Mais, et c'est le détail qui change tout, si la location est pour des touristes, la TVA tombe à 0. Peu importe les autres critères, c'est une exception cruciale à connaître. Bon, on a vu le cas d'Airbnb en détail. Mais si on prend un peu de recul, qu'est-ce que cette affaire nous dit sur l'économie du futur, cette fameuse économie 2.0? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les autorités fiscales ne sont pas dupes. Et surtout, elles n'ont plus besoin d'attendre que les plateformes comme Airbnb leur donnent les données. On l'a bien vu, elles développent leurs propres techniques d'enquête, elles s'adaptent, le jeu du chat et de la souris est passé au niveau supérieur. Au fond, cette histoire nous montre une chose. La technologie crée des opportunités, c'est sûr, mais elle crée aussi de nouveaux champs de contrôle pour le fisc. Aujourd'hui, on parle d'Airbnb. Demain, ça pourrait très bien être les ventes sur eBay ou les chauffeurs Uber. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si le fisc va continuer, mais plutôt qui sera le prochain sur la liste.